Bonsoir à tous. Donc, le VG trop dilaté, enfin trop, un peu parfois, ça interpelle plus. La suite, c'est celle-ci. On va commencer, si vous le voulez bien, par des cas pratiques qui illustrent un peu le type de problème qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre pratique. Stéphane, donc 37 ans, c'est pas Stéphane Boutrelot, hein, soyez rassurés. Automne 2009, triathlète, une charge d'entraînement importante, 15 heures par semaine, totalement asymptomatique, avec un diamètre ventriculaire gauche, donc télédiastolique à 72 mm, et une fraction d'éjection biplan abaissée, 45%. On lui a fait une IRM, une scintigraphie myocardique, ces deux examens étant totalement normaux, et le diagnostic donc, de cardiopathie dilatée à coronaire saine a été posé. On lui a prescrit des IEC, des bêta-bloquants, et on lui a demandé d'arrêter la pratique sportive. Alors ce jeune garçon, à l'époque, était quand même un petit peu secoué par ce diagnostic, d'autant qu'il ne se plaignait absolument de rien, et donc il vient nous voir pour un deuxième avis. Ça, c'est le premier cas clinique. Je voulais vous parler aussi de deux garçons qui sont rugbymen, donc font le même sport, ils jouent au même poste, ils sont tous les deux de la même ethnie. L'un a, en 2005, un diamètre télédiastolique à 75 mm, avec une fraction d'éjection biplan qui est quasiment normale. Et l'autre, en 2014, a un diamètre télédiastolique à 71 mm, avec une fraction d'éjection biplan discrètement abaissée. Alors revenons donc au diamètre. En fait, on se rend compte que globalement, un diamètre télédiastolique ventriculaire gauche de sportif, c'est quand même supérieur à la moyenne de nos patients, et que finalement, c'est au-delà pour les hommes de 65 mm qu'on rentre dans vraiment une tranche de gens pour lesquels on se pose la question. Voilà, d'une cardiopathie dilatée sous-jacente, enfin d'une anomalie en tous les cas. Et vous voyez que pour les femmes, c'est au-delà de 55 mm qu'on a un tout petit résidu, si je puis dire, de sportives qui elles aussi sont concernées. Quand on parle de diamètre télédiastolique, il faut quand même envisager le gabarit aussi du sportif. Alors pour un sport qu'on connaît bien, vous voyez ici dans ce papier, ça c'est la moyenne, donc dans le cadre du rugby, de joueurs de top 14, avec une valeur indexée. Et puis quand on compare avec ici des deuxièmes lignes, donc des gens qui font entre 1m95 et 2m05, et qui pèsent entre 110 et 140 kg, voilà, on a des valeurs absolues qui sont en 62, alors que quand on s'intéresse aux lignes arrières, avec des garçons qui peuvent faire 1m85, 1m90, mais aussi des demi-mêlées qui peuvent faire 1m75, 1m78, des puces comme moi, on se retrouve avec des valeurs en valeur absolue qui sont nettement moindres. Par contre, quand on l'indexe à la surface corporelle, à ce moment-là, on revient à des valeurs beaucoup plus homogènes. Donc c'est quand même important d'intégrer le gabarit quand vous avez affaire à des Golgoth de ce genre, quoi. Alors dans le doute, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un sportif donc asymptomatique avec un diamètre télédiastolique nettement supérieur à la moyenne? Assez simplement, de toute façon vous allez voir c'est assez simple, on fait une épreuve d'effort, voilà, et on attend de ce test qu'il soit strictement normal, qu'il n'y ait donc aucune ischémie, aucune arythmie, et que évidemment la performance soit au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ait au moins en termes de mètres fournis plus de 120% de la théorique, voire 140, voire 150% si on a affaire à des sportifs de haut niveau. Et bien entendu, l'intérêt aussi, si vous disposez des examens antérieurs, c'est de le comparer et de voir si finalement il y a une vraie dégradation alors que la charge d'entraînement n'a pas diminué, elle. De même, on peut, si on en a la possibilité, coupler évidemment au test l'analyse des échanges gazeux. Et là encore, on attend d'avoir une VO2 max supérieure à 120, 130, 140% de la théorique, un pouls d'oxygène qui doit être au moins supérieur à 16 et qui fréquemment, chez ces gens-là, est de l'ordre de 24, 26. Et là aussi, évidemment, l'intérêt de comparer par rapport aux données antérieures quand on les a sous la main. On peut aussi, pour, disons, joindre l'utile à l'agréable, envisager l'échographie d'effort, parce que là, on a la satisfaction de voir sous nos yeux ébahis le ventricule gauche se normaliser, puis devenir hypercontractile à l'effort.
Donc c'est toujours satisfaisant de visu de le constater, et pas uniquement de se baser sur des critères ergométriques ou ventilatoires. On attend évidemment qu'il n'y ait pas de trouble de la cinétique, et que le travail musculaire, toujours la même chose, soit en rapport avec le niveau d'entraînement. Si on est encore dans le doute, mais on l'est rarement, on peut toujours s'intéresser au strain. Vous voyez dans ce papier, donc, quel que soit le type d'activité sportive, qu'on soit sur de la résistance, sur de l'endurance ou sur des sports mixtes, on a des strains qui se promènent entre moins 17 et moins 18,5%. Et donc ça fournit déjà là aussi des abacs intéressants pour juger des choses chez le patient que vous avez sous votre sonde d'échographie. Si vous avez encore des doutes et que se pose la question effectivement d'une cardiopathie dilatée, à ce moment-là, l'IRM trouve tout son intérêt avec la possibilité d'établir des diagnostics donc, de pathologies sous-jacentes, que ce soit la myocardite, l'amylose, vascularite et sarcoïdose. Revenons donc à notre triathlète du départ, Stéphane, donc étiqueté, cardiopathie dilatée, sport arrêté, mise sous IEC et bêta-bloquant. Donc en 2009, quand il arrive chez nous pour le deuxième avis, on le met sur un tapis, on le fait courir, il boucle 17 km/h, il atteint 93% de sa FMT, il a un profil tensionnel d'effort qui est quand même déjà rassurant, visiblement ça pousse, sa systolique est de bonne qualité, on n'a strictement aucune anomalie électrique, et sa VO2 max est de 58 ml/min, avec un pouls d'oxygène qui monte à 28. Donc ça sent vraiment quand même très très bon pour lui. On le met sur une machine d'écho d'effort, et comme il est aussi cycliste averti, il fait 400 watts 2 minutes. Voilà, avec une fraction d'éjection biplan au pic à 80%, aucune anomalie de la cinétique segmentaire et des pressions pulmonaires qui restent basses. Donc on lui arrête évidemment les IEC, les bêta-bloquants. Il est assez content parce qu'avec 9 de tension, il était quand même un peu fatigué. Et on lui donne le feu vert pour reprendre le triathlon. Un suivi annuel, néanmoins, avec ce diamètre télédiastolique important. Et tous les examens qu'on lui fait depuis, alors il oublie parfois de venir à 12 mois, parfois il vient à 18, mais enfin on l'a toujours sous la main. Et tout se passe toujours gentiment, à la fois pour lui, dans sa pratique, et sur nos examens. Dernier bilan en date, 2018, il continue à rouler beaucoup, 8 à 14 heures semaine. Il a toujours un diamètre télédiastolique important, à 70 mm, toujours une fraction d'éjection limite basse, un ventricule droit qui tient bien la route. Il tape encore 330 watts. Voilà. Et là, il nous a sorti la dernière fois des formes ventriculaires avec 2 doublés, 3 triplés en provenance du VG, entre 150 et 240 watts, puis qui disparaissent par la suite, avec toujours un bon pic de VO2 et un pouls d'oxygène toujours excellent. Donc dans le doute d'une anomalie finalement qui pourrait parler tardivement, on a été plus loin dans le bilan cette fois-ci. On lui a donc posé un holter ECG d'effort en lui demandant d'aller rouler avec. Et là, il nous a sorti 0 extrasystole pendant toute sa sortie, alors qu'il avait pour consigne d'aller à fond. Et on lui a fait une IRM myocardique qui n'a retrouvé aucun élément péjoratif. Les troisièmes lignes, donc FL 2005, je vous rappelle 75 mm. Donc on le met sur un vélo à l'époque, 320 watts, 3 minutes. Quelques extrasystoles ventriculaires qui disparaissent au palier de 280 watts, et il n'y en a plus du tout en fin d'effort. Son pic de VO2 est à 44 ml/min. Alors ça peut paraître évidemment modeste, mais ce garçon était à l'arrêt depuis 6 semaines, et il a par contre un excellent pouls d'oxygène à 26,5. Et sur le holter ECG, on a 2 foyers ventriculaires avec 3 doubles bimorphes sans couplage court. Aucun suivi pendant 3 ans, parce qu'en fait, il quitte le secteur professionnel et il fait une mort subite en match en 2009. FM, lui, 2014, il a un strain limite, moins 16%, un bon VD, 300 watts, 88% de la FMT seulement, un pic de VO2 qui quand même interpelle un peu, 30 ml/min pour une troisième ligne. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des grands endurants, mais quand même, lui aussi blessé depuis quelque temps. C'est toujours le problème aussi, c'est qu'on voit ces gens-là souvent dans des contextes où ils sont disponibles. Et être disponible, malheureusement, dans le rugby professionnel français, ça veut dire être blessé. C'est à peu près tout le temps comme ça. Voilà. On est amené à les voir et à pouvoir faire les bilans quand ils ont le temps, c'est-à-dire quand ils sont à l'arrêt forcé.
À l'écho d'effort, il fait 300 watts. Son strain s'améliore bien, jusqu'à 200 watts. Après, on perd la fenêtre pour pouvoir être catégorique pour la suite. Et rien ne se passe, ni en termes de contractilité, ni sur l'électro, dans le même temps. On suit ce garçon tous les ans. On lui donne le feu vert depuis. Il joue toujours, actuellement, dans le championnat professionnel. Il a un diamètre qui n'a pas bougé. Et en fait, ce garçon, avant que nous le prenions en charge, certains d'entre nous le suivaient déjà dans 2 autres clubs. Donc en fait, on entend parler de lui depuis 2009, et ça fait 10 ans qu'il a ce ventricule gauche dilaté, avec cette fraction d'éjection assez basse. Il fait 320 watts cette fois-ci, toujours avec une sollicitation chronotrope modeste, aucun trouble du rythme, un pic de VO2 toujours assez miteux, et pourtant je vous assure que sur le terrain, c'est un garçon qui déménage. Il est impressionnant, un pouls d'oxygène toujours super normal. Voilà, une écho d'effort qui elle aussi est rassurante, toujours avec une fraction d'éjection qui se normalise complètement, un strain correct, et une IRM myocardique qui elle aussi ne ramène strictement aucune anomalie. Donc vous voyez qu'au total, ces 2 garçons qui sont de la même ethnie, qui jouent au même poste, qui ont le même type d'entraînement, eh bien, il y en a un qui est mort et l'autre qui va très bien. En conclusion, donc, d'abord, ne vous arrêtez pas aux normes, disons, de vos patients lambda. C'est évident qu'il faut reconsidérer vos valeurs seuil dans le cadre de la pratique sportive, que par ailleurs, il faut s'attacher aux valeurs indexées par rapport au gabarit, ça c'est une évidence aussi. Qu'il faut que vous intégriez absolument l'évaluation à l'effort. On ne peut pas se permettre, comme on l'a vu pour le premier, de porter des diagnostics de cardiopathie dilatée uniquement sur des examens de repos. C'est juste incompréhensible. Donc il faut impérativement l'évaluer à l'effort. Et si tout se normalise à l'effort, on est quand même très très rassuré. Le holter d'effort pour le statut rythmique a son intérêt dans ce cadre toujours de suspicion éventuelle de cardiopathie dilatée. Et dans les formes limites, c'est-à-dire pour les filles au-dessus de 55 mm et pour les garçons au-dessus de 65 mm, la surveillance annuelle reste indispensable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.